Bonjour à tous. Alors, vidéo numéro 2, on se retrouve pour un tour de plaine. On va visiter les cultures pour voir l'état de développement et l'état sanitaire. Voilà, donc là, on est dans une parcelle de blé, comme vous pouvez le voir, qui est en plein gonflement. La dernière feuille est sortie. Et ça va pas tarder à épier, je pense dans une quinzaine de jours, on va commencer à voir apparaître les épis. Voilà, voilà. Donc si on regarde un peu ce que ça donne. On a une plante qui est rendue à ce stade-là. Voilà. Et je vous ai préparé deux petits profils d'épis. Donc là, si on regarde ici, l'épi se trouve là, au niveau de mon doigt. Et dans quelques jours, 2 semaines environ, il va sortir ici. La dernière feuille se trouve ici. Et ensuite, l'épi monte dans la gaine jusqu'à ce qu'il sorte et ce qu'on appelle l'épiaison. Alors pour l'instant, l'épi, voilà à quoi il ressemble. Là, je vous ai ouvert une gaine pour sortir l'épi. Là pour l'instant, l'épi, il ressemble à ça. Voilà. Alors ici, c'est une variété de blé Sacramento. Date de semis 5 novembre. Dans des conditions bonnes avec un labour. On n'a pas pu faire autrement. Avec un précédent luzerne. Donc on a un blé qui est bien fourni en azote. Voilà, donc ici on a un blé qui est bien développé, qui est bien talé. On a fait le premier fongicide dimanche dernier pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook. Alors suite à ça, c'était le grand débat avec les collègues, est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait pas faire. Bon, moi j'ai appliqué la stratégie de faire, appliquer une demi-dose de fongicide, donc fongicide pour protéger ma culture contre les maladies. Hein, le blé n'est pas malade, il n'était pas malade, mais en prévision des pluies qu'on a eues cette semaine, j'ai préféré appliquer une demi-dose pour prévenir certaines maladies, et en l'occurrence la rouille. Parce qu'il faut savoir que si un blé chope la rouille en ce moment, ça peut amputer fortement le rendement et le résultat final. Une parcelle infestée de rouille. Selon l'état de développement de la maladie et si vous arrivez à passer pour la protéger ou pas, ça peut vous amputer entre 5 et 50 quintaux hectare, hein, entre 0,5 et 5 tonnes à l'hectare. Donc ce qui est énorme sur un potentiel de rendement ici dans cette parcelle que si ça se passe bien, j'estime à 90 voire 100 quintaux, donc 9 à 10 tonnes hectare. Et étant donné que dans mes cultures de blé, ma stratégie de commercialisation a été d'en vendre un peu plus de la moitié de la récolte, vu que le prix était pas mal, j'ai pris la décision d'en vendre l'équivalent de 55 quintaux hectare, donc 5,5 tonnes hectare. Et de ce fait là, j'ai pas trop le droit de me planter, il faut que j'assure mes arrières quand même pour avoir un minimum de rendement. Voilà, bon, maintenant on va aller faire un petit tour dans l'orge, je vous quitte et je vous reprends là-bas. Bon, nous voilà arrivés à la parcelle d'orge. Alors juste avant de descendre, pour terminer sur la culture du blé, à l'heure qu'il est, j'en suis à 2 passages d'azote. Je suis arrivé à 130 unités, donc 130 kg d'azote hectare. Je pense que je vais encore rajouter 40 unités, 50 maxi, mais je pense plutôt 40 unités à l'épiaison, juste avant l'épiaison, selon les conditions qu'on a. S'ils annoncent un petit peu de pluie, je le ferai peut-être juste avant pour dire d'assurer le coup pour que l'azote soit bien capté par les racines. Ce qu'il faut savoir qu'il faut, après un apport d'azote, si bien liquide que solide, il faut environ 15 mm de pluie pour qu'elle soit efficace pour notre plante. Donc on a beau apporter de l'azote, s'il pleut pas pendant 3 semaines ou un mois, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, on en est à ça. Donc je serai 170 unités, 180 grand maxi unités d'azote. Étant donné que ça sort de l'Uzerne, il y avait un reliquat assez fort, mais bon, on a eu pas mal de lessivage, donc le reliquat que j'ai fait sortie hiver nous donnait un résultat d'environ 80 unités restantes dans le sol, pas plus, et il y a encore beaucoup plus de pluie, donc je me base là-dessus, mais pas plus que ça.
Et pour un objectif de rendement dans cette parcelle, j'ai visé 90 quintaux. Je pense qu'il y a le potentiel pour faire entre 90 et 100, selon les conditions bien sûr. Tout ça va se finaliser à l'épiaison et surtout à la floraison. Parce que si à la floraison, au moment des étamines et de la fécondation des grains, on a de la pluie, les grains seront pas bien fécondés, certains seront pas remplis, d'autres vont avorter et là ça ampute fortement le rendement. Donc tout ça, pour l'instant le potentiel est encore là, c'est pour ça que j'ai protégé dimanche dernier avec un produit fongicide. Mais tout ça, c'est à voir au moment de l'épiaison et surtout de la floraison en juin. Donc affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Allez, on va voir l'orge qui là par contre c'est une autre histoire. Bon alors cette orge de printemps, orge à vocation brassicole normalement selon le taux de protéines qu'elle fera. Alors ici c'est un peu compliqué, c'est pas catastrophique mais c'est un peu compliqué du fait qu'on a eu pas mal de sec après le semis. Je comptais sur des pluies pour faire bien lever, on a réussi un bon semis en TCS parce que j'ai pas voulu labourer. Ici j'ai pas envie de labourer sur ces parcelles-ci parce qu'on a des terres très superficielles, beaucoup argilo-calcaire, limono-calcaire et argilo-limoneux. Donc je veux pas aller bourrer toute ma matière organique à 25 cm de profond. Je tiens à la garder à la surface et travailler sur 10-15 cm gros maxi en TCS, voire passer je pense sur certaines cultures et selon les conditions en semi-direct. Hein, voilà. Pour ça c'est un choix, hein, on peut rentrer dans des débats là-dedans mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc ici notre orge qui a été semée il y a un peu plus d'un mois maintenant, hein, avec une levée très hétérogène, des pigeons qui se sont mis dans la parcelle que j'ai beaucoup de mal à faire se barrer. Donc on a des grains qui ont très bien levé, j'ai semé à 300 grains mètre carré, variété planète. Bonne levée, on va dire de 200-220 grains mètre carré, les pigeons m'en ont bouffé 30 et puis le reste a levé coup-ci coup-ça depuis quelques semaines, depuis les premières pluies. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut le voir, il y a des trous, c'est pas très homogène. Il y a des pieds qui sont en plein talage, voire même quasiment fin talage et qui seront vite à épier 1 cm, et des pieds qui sont encore, j'essaie de vous en trouver, qui sont à 2-3 feuilles. Ce qui fait que pour les stratégies désherbage, c'est très compliqué, puisque mon désherbage doit l'appliquer une fois que l'orge est au moins à 3 feuilles. Donc ce qui fait que j'ai pas pu le faire avant, donc c'est pareil, la parcelle se salit, donc c'est pas évident. Alors si on peut regarder un petit peu là, on peut voir qu'ici j'ai encore des jeunes pieds qui sont à 3 feuilles, et puis juste à côté ici, voilà, c'est en plein talage avec un petit pied de trèfle au milieu, tiens c'est sympa ça, et on a du salissement avec des monocotylédones, des dicotylédones, on a un petit peu de tout. C'est un vrai champ d'essai cette parcelle. Donc on va essayer de maîtriser tout ça au mieux. Et puis on verra bien. Je pense que le désherbage va être fait courant de la semaine prochaine selon les conditions. Et puis ensuite il y aura rapidement aussi un premier fongi et puis régulateur pour essayer de faire taler tout ça. Savoir que le coup de rouleau qu'on a passé, pour ceux qui me suivent sur Facebook depuis quelques temps, j'ai montré quelques photos sur le roulage de l'orge il y a 2 semaines environ. Ça lui a fait beaucoup de bien. Résultat, derrière le rouleau, ça fait vraiment peur derrière un Cambridge. Là, on a l'impression qu'on a tout matraqué, mais non, en fait ça fait pas mal. Ça fait taler, ça donne du pied et ça retasse un peu la structure. Et je pense que c'était plutôt positif. Donc voilà pour l'orge. Voilà. Bon, quand on regarde le rendu, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais bon, on voit qu'il y a des trous quand même. Et ça, c'est dû à la mauvaise levée à cause du sec qu'on a eu il y a un mois, là, au début du sec, qui était assez violent et assez chaud. Voilà. Que dire de plus sur cette parcelle? Je vous tiens au courant. On fera un petit rush dans cette parcelle, je pense, au niveau de l'épiaison pour voir un petit peu ce que ça donne. Quitte à faire quelques comptages d'épis au mètre carré pour voir un petit peu. Pour l'instant, je me projette que moyennement, même si c'est pas catastrophique, ça fera pas 80 quintaux ici. Hein.
Voilà. Bon, alors maintenant, dernière culture à aller voir, sachant qu'il y a une deuxième parcelle d'orge un peu plus bas, mais là on ira la visionner plus tard parce que c'est un petit peu, on va dire un essai, c'était semé très tard parce que je manquais de semences de maïs. Donc il y a 1,45 hectare en dessous de cette parcelle qui est en orge et qui était semé il y a 2 semaines, il me semble, ouais, il y a 2 semaines. Donc c'est vraiment très tardif pour de l'orge de printemps, mais c'est de la très bonne terre, c'est du limon. Je pense que ça peut le faire, mais bon, affaire à suivre. Et là, on ira la visiter un petit peu plus tard, celle-ci. Alors, je vous dis, dernière culture qu'on va aller voir, on va aller voir une des 2 parcelles de maïs où ça n'a pas l'air trop mal développé. Et je vous reprends là-bas, le temps de faire la route. Allez. Alors oui, j'en repensais pour l'orge, le temps qu'on fait la route. Niveau fertilisation, j'ai apporté 80 unités d'azote soufré, donc l'ammonitrate 26 plus 13, donc 26 unités d'azote pour 100 kg et 13 unités de soufre qui ont été apportées sur le semis. La stratégie fertilisation pour l'orge de printemps, c'est on apporte tout au semis ou éventuellement on refait un petit passage après, mais bon, nous la stratégie c'était de tout mettre là pour plus avoir à repasser après. Et sachant qu'avant ça on avait mis 35-40 mètres cubes de lisier de veau avant le semis, entre 2 déchaumages. Donc on a quand même pas mal d'engrais de ferme. Donc, ce qu'on appelle les engrais de ferme sont les engrais issus de nos productions animales, de nos élevages, le fumier, le lisier, les fientes, voilà, qui apportent quand même pas mal de choses à notre sol. Et d'ailleurs on arrive à la parcelle de maïs et je vais vous faire un petit calcul rapide pour savoir comment nos agriculteurs ont fait pour calculer la dose d'azote à apporter dans nos cultures. Parce que savoir que contrairement à ce qu'on peut dire dans les médias, on fait pas n'importe quoi, on prend pas notre distributeur d'engrais, on charge des sacs ou on le remplit et puis on dépense ça comme on dit par chez nous à l'hurlure. Ah non, pas du tout. Tout est raisonné, tout est calculé, aussi bien pour l'environnement que pour notre porte-monnaie. Autrement, il y a longtemps qu'on serait plus là et moi-même j'aurais pas pu m'installer si on calculait de cette manière-là. Donc on arrive à la parcelle. Tiens, au passage, on peut regarder un petit peu la parcelle du voisin en orge d'hiver qui est en train d'épier. Il y a une belle taille son orge d'ailleurs. Là, avec la pluie qu'on a eue et puis apparemment ça lance une belle semaine, je pense que ça peut le faire aussi pour les orges. Malgré des semis parfois tardifs et dans des conditions un peu moyennes. Donc voilà, nous voici rendus à la parcelle de maïs, la plus petite des 2. Voilà, donc on a un maïs qui est maintenant bien levé, avec lequel on a eu beaucoup de soucis avec les faisans. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, j'ai dû les nourrir, les enfoirés. J'ai pendu une centaine de kilos de blé tout autour du champ, j'ai mis du maïs, enfin, j'ai mis un peu tout ce qu'il fallait parce que au début, quand ils commençaient à lever, pour une petite parcelle comme ici, j'avais une trentaine de faisans, donc quand je venais voir le matin ou le soir, donc c'était assez flippant. Je me suis demandé s'ils allaient m'en laisser d'ailleurs. Mais bon, apparemment ça s'est bien passé. J'avais prévu de semer un peu plus dru, justement parce qu'on est entouré par de l'orge d'hiver. On est entouré là-bas par de la luzerne et dans le fond on a un bosquet. Donc c'est le cocktail détonnant pour les dégâts de gibier. Donc voilà, ce maïs, bah, il est pas mal. C'est la variété créative et max attaque. On a fait un mélange des deux. Pour ceux qui connaissent un petit peu en variété de maïs grain. On est arrivé à un développement qui est... Je pense qu'on va pouvoir commencer à parler des herbages. Parce que là on est à 3 feuilles vraies, 3 feuilles, la 4e qui arrive là. Bon, par contre, ça je m'en étais rendu compte il y a quelques jours quand je suis passé. On a eu des grêles et apparemment ça a morflé un petit peu au niveau des grêles. Quelques coupures, les feuilles un petit peu abîmées. Mais bon, rien de méchant. Rien de méchant, de couleur un petit peu jaune, rien de méchant non plus. Là, il fait un petit peu froid. Je pense que cette semaine, les températures vont remonter, on va être mûr.
Bon, à mon avis ça va bien se passer. J'avais semé profond pour trouver la fraîcheur, il est élevé tout de suite malgré qu'il faisait sec. Et puis là on a eu sur le site de Fressin on a eu un petit 30 mm. Et ici on doit être à petit 25 mm cette semaine. Donc bon, ça assure un petit peu nos arrières quand même au niveau ressources hydriques du sol. Parce qu'on avait encore un petit peu de fraîcheur, mais il n'aurait pas fallu qu'il fasse sec encore pendant un mois parce que l'élevé aurait été un peu plus compliqué que ça. Voilà. Bon, alors ici, pareil, hein, semi TCS, c'était de l'herbe, mélange dactylphétuc. Il y a eu 2 déchômages, donc un déchômage, enfin avant le déchômage, pardon, épandage de 10 tonnes de fumier de mouton composté. Un déchômage pour mélanger ce fumier dans les premiers centimètres du sol et puis commencer à détruire l'herbe. Un deuxième déchômage quelques jours après pour continuer à détruire l'herbe. Sur ce déchômage, on a fait un épandage de lisier de veau de un petit 60 m3 hectare, 50 m3, 50-60. Bon, lisier de veau, attention, hein, c'est beaucoup moins riche que du lisier de vache. Hein. Lisier de vache, ça dose entre 4,5 et 5,5 d'azote au mètre cube. Et là, le lisier de veau, ça fait à peu près 1,5, entre 1,5 et 2. Donc c'est à peu près 3 fois moins riche en azote. Donc on peut se permettre de monter un petit peu plus les doses. Ensuite, pour enfouir ce lisier de veau, ben, c'était une des vidéos pour ceux qui me suivent sur Facebook un soir il y a 3 semaines maintenant. Sur le passage de l'actisol, donc qui permettait de enfouir un petit peu par le biais des rouleaux, parce qu'attention, l'actisol c'est un outil, on a choisi cet outil là parce que justement il déstructure pas le sol. Il fait que fissurer en profondeur sur une vingtaine de centimètres. Il éclate complètement le sol, à condition de passer dans des conditions bien essuyées bien sûr. C'est pour ça qu'on a attendu encore quelques jours que ça sèche et que le coup de déchômeur fasse rentrer un petit peu plus le sec dans le sol, parce qu'il faut savoir que les fonds étaient un petit peu humides avec toute la pluie qu'on a eue. Et donc passage de l'actisol, une vidéo que j'avais faite le soir, qui a permis de brasser un petit peu le lisier avec la terre, enfin le mettre en contact avec la terre, dire de ne pas perdre d'azote, et puis de complètement éclater, fissurer, décompacter le sol, mais sans remonter le sol qu'il y a en dessous au-dessus, sans mélanger non plus les horizons. C'est-à-dire qu'on est resté carrément sur le sol tel qu'il était avant. On peut s'en rendre compte que tous les gazons sont encore au-dessus, qu'on a détruits. Ils n'ont absolument pas été enfouis. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces gazons là, regardez un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est rempli de micro-organismes et de vers qui sont en train de le décomposer. Alors tout simplement, tous mes micro-organismes et tous mes vers de terre vont remonter à la surface, choper la matière à dégrader pour la redescendre dans le sol. C'est eux qui vont faire le travail profond du sol à la place d'un décompacteur classique qui va tout mélanger, tout remonter. D'accord, ça décompacte mais ça nous mélange tout. Ou de la charrue. Et d'autant plus que ici on est sur des sols, on est dans du limon calcaire et avec des cailloux, et bon, le but c'est d'essayer de ne pas remonter trop de cailloux, et puis c'est pour remonter du calcaire, il n'y a aucun intérêt, donc autant travailler sur les 15 premiers centimètres. Moi ça me va très bien, je garde ma matière organique, elle est disponible pour mes racines, pour mes plantes tout de suite en direct. On décompacte un peu en dessous pour que les racines n'aient pas trop de mal à descendre, et puis ça se passe très bien. Voilà, donc j'avais dit je vous parlerai fertilisation ici. Alors comment on fait pour calculer? Alors, il faut savoir qu'un maïs grain dans la région, les rendements, on a des objectifs entre 80 et 110, 120 quintaux. Il y a eu des très forts rendements l'an dernier et l'année d'avant. Bon, on ne se base pas sur les rendements les plus forts, on prend des moyennes. Donc moi je me suis basé mon objectif de rendement de 100 quintaux. Donc 10 tonnes de maïs récolté à l'hectare. Pour produire une tonne à l'hectare de maïs grain, il faut... pour produire mes 10 tonnes de maïs, enfin pour produire une tonne, il faut 2,3 unités d'azote. Donc, je dis bêtise, il faut 230 unités d'azote pour produire mes 10 tonnes de maïs grain à l'hectare. Donc, comment je fais pour trouver mes 230 unités, donc mes 230 kg d'azote à l'hectare? Comment je fais pour les trouver? La terre n'est pas naturellement pourvue d'autant d'azote. Donc, on a fait un reliquat. Le reliquat nous donnait qu'il restait environ 60 unités d'azote dans le sol. Donc, nous, on fait quoi? On enlève à notre objectif de rendement, donc, qui nécessite 230 unités d'azote pour le produire. On enlève 60 unités donc qu'on va apporter,
Il va nous rester 170 unités à apporter sous forme de matière organique, donc avec nos lisiers, nos fumiers, les 10 tonnes de compost que j'ai apporté et les 60 mètres cubes de lisier. Et le reste, on va l'apporter sous forme minérale, donc en engrais en granulé, engrais vulgairement chimique. On apporte forcément un petit peu plus parce qu'il faut savoir qu'il y a deux formes d'azote. Il y a l'azote minéral qui est assimilable par la plante et par le biais de ses racines, et il y a l'azote organique. Alors l'azote organique n'est pas assimilable par les racines de la plante, c'est pas possible. Il faut rendre cet azote organique, la transformer par chimie, par une réaction chimique du sol en azote minéral pour qu'elle soit assimilable. Alors nous, nos engrais de ferme qu'on apporte, les fumiers, les lisiers, sont composés d'une partie d'azote minéral et d'une grosse partie d'azote organique qui va avoir besoin donc d'une minéralisation. Donc on apporte, on calcule tout ça, on applique là-dessus des ratios, c'est-à-dire que sur un lisier de veau qui dose, admettons, 1,5 unité d'azote au mètre cube, azote total, minéral plus organique, donc on a apporté 60 mètres cubes, on est sur 90 unités brutes d'azote apportées, mais il faut savoir que la dose minérale sur ces 90 unités, elle doit être environ de 30, maxi 40. Le reste, c'est de l'azote organique qui doit être minéralisé par le sol. Cette minéralisation peut prendre un certain temps selon la vie qu'il y a dans le sol, selon la météo, s'il fait sec, s'il y a de la pluie, pour dégrader cet azote organique. Donc on apporte forcément un petit peu plus, ce qui fait que tout cumulé, si je calcule tout, minéral plus organique, on est plus près de 300 unités pour avoir nos 230 unités d'azote efficaces pour notre plante. Voilà, ce qui restera, ça va se dégrader au fil du temps. La minéralisation, ça peut prendre entre 1 et 6 mois, voire plus dans certains cas. Dans le cas du fumier, il y a une partie qui peut être minéralisée assez vite et une partie, les pailles de ça, c'est beaucoup plus long à minéraliser. Et en plus, la problématique supplémentaire, c'est que pour minéraliser, ça consomme aussi de l'azote. Donc tout ça cumulé, on a des rations, on a des tableaux, et on nous dit à la fin, vous devez amener, pour un objectif de rendement de 10 tonnes hectares de maïs grain, vous devez amener à votre culture, en plus en azote minéral, donc en granulé, autant d'unités. Donc c'est ce qui s'est passé. On a calculé, on prend toujours une petite marge de sécurité et puis on apporte tout ça. Mais il faut savoir que là, dans mon cas, étant donné que j'ai beaucoup de fumier et de lisier, la dose apportée en granulé, elle est de, on va dire, de 30%, un peu plus. Le reste, tout est dans le sol par le biais de mes fumiers et de mes lisiers. Voilà, bon, j'espère que j'étais à peu près clair, hein. J'espère que vous serez aussi tolérants parce que c'est mes premières vidéos. Et donc je suis pas forcément tout de suite très explicite, très clair. J'essaie de m'exprimer comme je peux afin que tout le monde comprenne, parce qu'il faut savoir que d'accord, il y a un public agricole qui nous regarde, mais aussi un public lambda, je dirais, donc qui n'y connaît pas grand chose hormis voir passer un tracteur ou voir des vaches en prairie, mais qui a aussi envie de savoir comment ça se passe. Et je trouve ça très important de communiquer sur notre métier, nos façons de faire, et montrer au grand public qu'on fait pas n'importe quoi, que tout est raisonné, tout est encadré par des lois, tout est régi, tout est bien calculé, et qu'on fait pas n'importe quoi pour produire de la nourriture de qualité pour tous, et pour respecter aussi l'environnement, parce que si on respecte pas l'environnement, nos enfants, eux, ne cultiveront pas. Donc voilà. Et ben, je vous dis sur ce, à bientôt, et puis prochaine vidéo, certainement sur la récolte d'herbes pour les moutons. Voilà, allez, ciao, bye bye.